Nous voyons les choses comme nous les interprétons. Les êtres humains passent leur vie à tracer des frontières, entre le bien et le mal, entre le rêve et la matière, entre l'imaginaire et le concret, comme si le monde pouvait être découpé proprement, avec des lignes nettes et des séparations parfaitement stables. Et parmi toutes ces frontières, il en existe une particulièrement étrange, celle qui sépare la fiction du réel. Depuis l'enfance, on nous apprend que les histoires appartiennent à un territoire secondaire, un territoire de divertissement peuplé de romans, de films et de mythes. Puis en face, on a ce qu'on appelle la vraie vie, le travail, l'argent, la ville, la loi, la guerre, etc. Comme si d'un côté se trouvait l'invention et de l'autre la vérité. Pourtant, lorsqu'on regarde attentivement le monde, quelque chose tremble dans cette séparation. Car les hommes meurent pour des histoires, aiment à travers des histoires et construisent des nations entières autour d'histoires. Même leurs souvenirs ressemblent parfois à des romans qui ont été réécrits des milliers de fois. Regarde un billet de banque. Ce n'est qu'un fragment de papier avec quelques symboles et couleurs imprimées dessus. Et pourtant, ce morceau de matière possède le pouvoir de déplacer des foules entières, des êtres humains qui se réveillent avant l'aube, qui utilisent leur corps et sacrifient leur temps, traversent des océans et s'humilient parfois pour lui, pour une valeur invisible qui a été déposée collectivement dans un objet matériel. L'argent ressemble parfaitement à une hallucination stable, une fiction devenue si massive qu'elle finit par produire du béton, des gratte-ciels et des guerres. Une idée qui était abstraite au départ et qui a transformé physiquement la surface de la Terre. Vue depuis le ciel, la planète ne porte aucune cicatrice lumineuse qui sépare des peuples. Aucune barrière naturelle n'annonce l'endroit exact où un pays s'arrête et où un autre commence. Le vent traverse les continents sans avoir besoin de passeport. L'océan ignore les drapeaux, et les montagnes ne connaissent aucun hymne national. Et pourtant, des êtres humains sont prêts à mourir pour ces lignes imaginées. Parce qu'une frontière n'a pas besoin d'être physiquement visible pour devenir réelle dans l'esprit collectif. Dès qu'une fiction est suffisamment acceptée et partagée, elle n'est plus une fiction. Elle devient une évidence. Le prestige, la réussite, le statut et la réputation. Toutes ces choses semblent solides. Pourtant, elles vivent principalement dans le regard des autres. La célébrité elle-même est pratiquement surnaturelle. Un être humain devient soudain gigantesque dans l'imaginaire collectif. Son visage traverse les écrans. Son nom circule dans toutes les conversations. Et son existence prend une densité particulière. Mais physiquement, il reste un petit corps fragile parmi des milliards d'autres. La gloire elle-même est une fiction collective qui est capable de modifier le réel perçu. L'amour possède aussi parfois cette texture étrange. Au commencement d'une relation, les êtres humains ne voient pas seulement une personne. Ils voient aussi les paysages imaginaires qu'ils déposent sur elle. Ils projettent, inventent et brodent des significations autour de gestes simples. Un sourire devient une promesse, un silence devient un mystère et un simple regard devient une destinée. Puis un jour, lorsque les projections tombent, beaucoup découvrent qu'ils étaient amoureux d'un mélange. Une présence réelle, mais traversée par une immense fiction. Le cinéma touche quelque chose de profondément ancien dans l'être humain. Une salle sombre avec quelques silhouettes lumineuses sur un écran et des personnages qui n'existent pas. Et pourtant, certaines scènes traversent les années comme des blessures ou des révélations. Des gens changent leur vision du monde après un film. Pleurer devant une histoire totalement inventée peut parfois ouvrir davantage le cœur qu'une conversation. Parce que la fiction peut contourner certaines défenses. Elle parle par images, symboles et résonances. Et les mythes anciens avaient déjà compris cela. Les dragons n'étaient pas uniquement des monstres, ils étaient des formes données à la peur. Les enfers n'étaient pas des lieux mais des états intérieurs. Et les héros qui traversaient des labyrinthes ressemblaient souvent aux labyrinthes de la conscience humaine. La fiction devenait alors un miroir couvert de symboles. Et même aujourd'hui, les super-héros modernes prolongent inconsciemment cette vieille mécanique. Derrière les explosions numériques et les costumes se cachent encore les mêmes questions qu'il y a des milliers d'années. Que faire de la puissance, de la solitude, comment survivre à la douleur et comment porter ses blessures sans devenir monstrueux soi-même. Les formes ont changé, mais les profondeurs humaines restent presque identiques. La fiction agit parfois comme une lampe plongée dans les couches souterraines de l'esprit. Elles éclairent des vérités que le langage ordinaire peine à toucher. Un roman peut raconter un événement qui n'a jamais eu lieu tout en révélant quelque chose de plus vrai qu'un simple fait historique. Puis il existe aussi le mouvement inverse. La fiction qui s'infiltre dans le réel. Les êtres humains ne regardent jamais le monde directement. Nous le traversons à travers des récits. En effet, quelqu'un qui se croit abandonné verra l'abandon partout. Quelqu'un qui se croit insignifiant entendra du mépris dans des phrases totalement neutres. L'esprit projette constamment sa propre histoire sur les événements extérieurs.
Alors deux personnes peuvent vivre exactement la même scène et alimenter deux univers totalement différents. Même la mémoire possède quelque chose de romanesque. Le passé n'est pas conservé comme une archive intacte, mais il est réécrit sans cesse. Chaque souvenir est recoloré par les émotions présentes. Chaque douleur ancienne change de forme selon la personne que nous devenons. Le cerveau ressemble moins à une bibliothèque qu'à un écrivain insomniaque modifiant constamment le manuscrit de sa propre vie. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène jusqu'à le rendre presque total. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent plus seulement leur existence, mais la mettent en scène. Chaque photo devient un fragment narratif. Chaque publication ressemble à une phrase ajoutée au personnage numérique que l'on construit. Les gens apprennent à devenir regardables. Ils arrangent leur réalité pour qu'elle corresponde à une esthétique, une identité et une impression. Et peu à peu, le monde entier prend des allures de théâtre. Un théâtre où chacun joue simultanément le rôle d'acteur, de spectateur et de metteur en scène. Le plus troublant, c'est qu'à force de répéter un personnage, beaucoup finissent par oublier qu'il s'agit d'un personnage. On peut devenir prisonnier de notre propre narration, comme des écrivains enfermés dans l'histoire qu'ils ont eux-mêmes inventée. Le réel humain possède cette texture particulière. Il est fait de chair et de symboles entremêlés. Une bague n'est qu'un morceau de métal, mais elle peut porter le poids d'un amour entier. Une tombe n'est qu'une pierre, mais devant elle, des générations entières peuvent ressentir la présence des morts. Les objets débordent constamment de leur propre matière. Ils deviennent des réceptacles d'histoire. Même le luxe fonctionne principalement à travers cette logique. Une montre hors de prix ne donne pas mieux l'heure qu'une autre. Simplement, elle raconte une autre histoire. C'est pourquoi quand on achète un objet, on achète souvent l'histoire qui l'accompagne plutôt que l'objet lui-même. Tout cela révèle que nos choix sont guidés par des symboles et des interprétations. C'est notre fiction intérieure profonde qui nous est propre qui guide nos peurs, nos ambitions et nos sacrifices. Dire que le réel contient de la fiction ne signifie pas que tout devient une illusion. La matière impose toujours certaines limites, mais simplement autour de cette matière, les êtres humains construisent des couches narratives si épaisses qu'elles deviennent parfois plus importantes que les faits eux-mêmes. Un homme peut être physiquement libre tout en vivant enfermé dans une histoire mentale. Un autre peut traverser la pauvreté sans perdre intérieurement sa dignité. Parce que l'expérience humaine n'est jamais composée uniquement d'événements, mais plutôt de la manière dont ces événements sont racontés intérieurement à nous-mêmes. C'est peut-être pour cela que certaines personnes restent prisonnières de leur passé, non pas uniquement à cause de ce qu'elles ont vécu, mais à cause de l'histoire qu'elles continuent de raconter autour de ce vécu. Une blessure devient alors un personnage, et toute la vie commence à tourner autour d'elle. Les idéologies fonctionnent exactement de cette manière. Au départ, elles nous apparaissent comme des simples récits destinés à expliquer ou organiser le monde. Puis lorsqu'elles deviennent absolues, elles dévorent les êtres humains. Parce qu'un récit auquel plus personne ne peut échapper finit toujours par devenir une prison. Pourtant, sans fiction, aucune civilisation n'existerait. Chaque invention a d'abord été imaginée. Chaque ville a d'abord vécu dans l'esprit de quelqu'un avant d'apparaître dans la pierre. Les cathédrales existaient dans nos rêves avant d'exister dans le ciel. L'imaginaire précède très souvent le monde concret, comme si la réalité était continuellement enfantée par des visions. Alors ne te demande pas qu'est-ce qui est vraiment réel, mais plutôt quelle fiction façonne ton réel. Car chaque être humain habite des histoires, et chacune d'entre elles modifie la manière dont nous percevons l'existence. Notre expérience du réel est totalement façonnée par notre interprétation de celui-ci. Et c'est pourquoi toute notre réalité flotte quelque part entre ces deux dimensions, le réel et la fiction.